Les historiens ont coutume de parler de cette période qui va, je dirais, des années qui vont de la mort de Louis XV à la Révolution, de pré-Révolution française. On pourrait faire remonter cette période à plus haut, à la grande crise parlementaire qui oppose Louis XV au Parlement dans les années 1760, au début des années 1770. Il n'en reste pas moins que toute cette période est traversée par ce que Jürgen Habermas appelle la construction ou la constitution d'un espace public du politique, qui repose sur un principe, sur un fond, du point de vue du climat général, d'opposition croissante au gouvernement monarchique, à ce qu'on appelle le despotisme ministériel, enfin, je vous passe les expressions. Et derrière ce climat, ou comment dire, en avant de ce climat, sur un certain nombre de considérants philosophiques qui relèvent de la philosophie des Lumières, et je dirais, au-delà de ça, du rousseauisme qui l'emporte sur le reste de l'encyclopédie et des Lumières, c'est-à-dire sur des principes qui sont des principes de primauté de la raison, de primauté du droit naturel, et un principe de souveraineté de la nation qui s'organise autour de la notion de représentation nationale. Ça, c'est le principe rousseauiste de base. Et donc tout ceci, à travers ce que Augustin Cochin appelle, qu'il a appelé dans son grand livre sur les sociétés de pensée, qu'il appelle précisément les sociétés de pensée, tout ceci se développe évidemment dans une France de 24 à 25 millions d'habitants, au sein des élites aristocratiques et bourgeoises d'ailleurs, à travers un réseau d'académies, de loges maçonniques, qui, à travers aussi je dirais, une relative liberté de publication. On sait que la censure royale est une censure où les principes ne sont pas forcément toujours appliqués, qu'il existe toujours des dérogations. Pensez par exemple que Turgot a été censeur royal dans les années 1770. Donc cette montée en puissance de l'opinion crée des conditions intellectuelles de ce qu'on appellera la pré-révolution française. À ces conditions intellectuelles s'ajoutent, je dirais, des conditions matérielles qui tiennent à deux éléments principaux. Le premier élément, c'est cette espèce d'odeur nauséabonde qu'est et qu'a été quasiment à travers tout le XVIIIe siècle le déficit des comptes publics. On sait que ce déficit s'aggrave énormément entre la mort de Louis XV et l'année 1789. Le déficit tourne autour, il est extrêmement difficile de donner des chiffres malgré les comptes rendus publiés par Necker. Enfin, il tourne autour en 1774 autour de 360 millions et il frise les 2 milliards en 1789. Il ne s'explique pas seulement par un règne de Louis XVI qui est un règne guerrier. On prend toujours Louis XVI pour un roi pacifique. Mais Louis XVI est le roi de plus de 5 années de guerre, de la revanche de la France sur l'Angleterre, en fait de la constitution pour la première fois d'une véritable marine susceptible de s'opposer à la flotte anglaise, qu'elle bat à plusieurs reprises dans le contexte de cette guerre d'indépendance des insurgents américains contre la puissance coloniale anglaise à la fin des années 1770 et au début des années 1780. On sait que cette guerre se dénoue par une victoire des insurgents américains et donc une victoire de la France sur l'Angleterre.
Et cette guerre a été extrêmement dispendieuse. Donc c'est un des éléments des augmentations de ce déficit du Trésor royal, mais il en existe d'autres, et ceux-ci tiennent dans l'incapacité de la royauté à organiser un système aussi rationnel que possible, et je dirais aussi équitable que possible de distribution et de prélèvement de l'impôt. L'impôt et le principe de l'impôt reposent sur les principes de la société qu'on appellera par la suite d'Ancien Régime, c'est-à-dire un principe inégalitaire en droit qui constitue la société en société d'ordre. Vous les connaissez, le premier ordre du clergé, le second ordre de la noblesse, le troisième ordre dit du tiers-état, qui bénéficient chacun d'exemptions et privilèges, qu'on appelle les libertés du royaume, qui diffèrent en fonction du statut juridique auquel on appartient. Mais ceci va beaucoup plus loin que les ordres, ceci va jusqu'à des exemptions et des privilèges qui sont accordés aux provinces, et la différence entre les provinces d'État, les pays d'État et les pays d'élection, aux villes, aux corporations. Toute la société d'Ancien Régime est construite sur un principe d'exemption, de privilèges et de différenciation juridique entre les uns et les autres. Et ce principe d'exemption et de différenciation complique énormément l'organisation administrative de la fiscalité royale. Au-delà même des exemptions dont bénéficie en partie la noblesse par rapport à l'impôt royal de base qui est la gabelle, des privilèges dont bénéficie le clergé qui a la disposition de prélever un impôt qui lui est destiné, qu'on appelle la dîme, au-delà de l'exemption dont bénéficient certains pays d'État comme la Bretagne par rapport à la gabelle, par exemple l'impôt sur le sel, je dirais ces disparités fiscales sont aggravées par le type même de prélèvement, qui est un prélèvement indirect, par lequel le pouvoir royal passe par des intermédiaires. Vous les connaissez, si vous les reconnaîtriez si je vous parlais de la ferme générale. Les fermiers généraux, par exemple, pour les impôts indirects, se substituent à l'État pour prélever ces impôts, après avoir, sur une convention qu'ils ont signée avec le Trésor royal, avec le contrôleur général des finances, après avoir délivré au gouvernement royal une partie de cet impôt. Et la ferme générale se paie sur la différence qui peut exister entre le montant qui est imposé à cette ferme par le gouvernement royal et le montant prélevé par la ferme générale et par les fermiers généraux, avec tout un système administratif. On pourrait parler aussi du pouvoir judiciaire, mais on va peut-être aller un peu trop loin. En tout cas, l'une des explications, et peut-être la principale, à ce déficit, qui est l'une des causes immédiates de la Révolution française, tient dans ces dysfonctionnements, dans cette incapacité, malgré une tendance générale du gouvernement royal de s'uniformiser, d'aller vers une uniformisation du royaume, une rationalisation des méthodes de prélèvement, de fiscalité, etc. Il n'empêche que le gouvernement royal est entravé par ce qu'on a appelé les corps intermédiaires, c'est-à-dire les parlements qui en général s'opposent aux réformes fiscales proposées par le gouvernement royal, que ce soit, pour prendre les dernières années de l'Ancien Régime, les réformes de Calonne qui tentent d'imposer ce qu'il appelle un impôt territorial, c'est-à-dire une égalité par rapport à la propriété foncière de prélèvement de l'impôt, quelle que soit l'appartenance à des ordres, à l'ordre du clergé, de la noblesse ou du tiers-état. Corps intermédiaires qui vont s'opposer jusqu'au bout à ces tentatives de réforme. Et au fond, la Révolution qui va réussir ce que la monarchie n'a pas su faire, va s'inscrire dans ce courant de très long terme de rationalisation et d'uniformisation du royaume que la monarchie échoue à faire advenir. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Hein.
Donc vous avez cette deuxième raison. Le troisième élément d'explication, qui est alors immédiat, c'est l'état de l'agriculture et la situation frumentaire du royaume à partir de 1788. Le royaume de France connaît deux grandes crises, celle de la récolte de 88 et celle de la récolte de 89, pour des raisons en partie climatiques. On sait que l'hiver 88-89 a été extrêmement rude, que l'année 88 a été une année de sécheresse, et donc les récoltes de grains se font de façon très inégale en fonction des provinces au sein du Royaume de France, avec des problèmes d'approvisionnement qui vont se poser dès 88 et qui, si on ajoute ces questions d'approvisionnement et donc d'augmentation très forte du prix de la livre de pain, tout ceci va créer des révoltes frumentaires sporadiques qui, contrairement à ce qu'on pense généralement, ne démarre pas, ne commence pas en 89, mais dès 88, vous avez par exemple en Provence, dans le Dauphiné aussi, et dans un certain nombre de régions françaises, des révoltes populaires, donc paysannes, extrêmement violentes, contre les autorités fiscales de l'administration royale, et plus généralement une révolte des pauvres contre les riches. Quand on consulte les archives policières de la police dans les provinces ou les archives militaires au château de Vincennes, on s'aperçoit que ces révoltes ont été extrêmement violentes dès l'année 88. Louis XVI, en réalité, décide de convoquer à contre-cœur, il a cherché par tous les moyens à l'éviter, de convoquer les États généraux, faute d'avoir pu résoudre la question financière par d'autres moyens, à cause de l'opposition des parlements, également de l'opposition d'une première assemblée dite des notables qu'il convoque sur la proposition de son contrôleur général Calonne en 1787, qui s'oppose en partie aux réformes qui leur sont proposées. Les notables, c'est une centaine parmi l'élite de l'élite, de représentants des villes, du clergé et de la noblesse, et du gouvernement royal, des conseillers d'État, etc. etc. Et donc, dès les débuts de l'année 1788, se pose la question de cette convocation des États généraux qui était censée, dans l'esprit du gouvernement royal, de passer par-dessus les oppositions des corps intermédiaires et du Parlement. Cette convocation va être précipitée par une crise financière et une quasi-banqueroute de l'État en août 1788, qui va condamner à terme le ministère Leménil-Brienne, le cardinal Leménil-Brienne, qui a repris et tenté de faire admettre les réformes qui avaient été mises en place ou pensées par Calonne, son prédécesseur. Et après l'échec de Leménil-Brienne en août 88 et sa démission, arrive un ministre, un contrôleur général, qui n'a pas le titre de contrôleur général, qui est directeur des finances, qui a déjà été le directeur des finances du roi jusqu'en 1781, qui est ce banquier suisse Jacques Necker, le père de Madame de Staël, de Germaine de Staël, et qui, lui, est un partisan convaincu, alors que Loménie allait plutôt vers les États généraux à reculons, que Louis XVI se méfie énormément de cette organisation des États généraux, dont le royaume n'a pas connu de précédent depuis plus d'un siècle, depuis 1614, et qui avait été en 1614 convoqué selon
je dirais, les traditions d'organisation sociale du royaume par ordre, et non pas en une seule et même assemblée plénière qui aurait mélangé les représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Il faudrait parler de la psychologie de Louis XVI et du fait que ce roi, à mon avis, a été un grand roi de ministériat, c'est-à-dire que tant qu'il a eu à ses côtés des ministres principaux capables d'imposer les choses, comme par exemple Vergennes, son ministre des Affaires étrangères, ou Calonne, dans un certain sens, son contrôleur général des finances, il a été un roi de décision. Et de cohérence, quels que soient les échecs qu'il a connus par ailleurs du point de vue des réformes administratives du royaume. À partir de la démission de l'Euménide Brienne en août 1788 et avec l'arrivée de Necker, Louis XVI prend Necker, qui revient donc pour la deuxième fois au pouvoir à contre-cœur, comme il convoquera les États généraux à contre-cœur. Et Necker arrive dans une situation qui est une situation de grande division au sein de la cour et du gouvernement royal. Il y a les partisans et les adversaires de Necker, les tenants de ce qu'on appelle l'antique constitution de la monarchie et de ce qu'on appelle à tort, parce que je n'aime pas l'expression l'absolutisme royal, car il n'y a rien de moins absolutiste que, étant donné ce système d'exemption, de liberté au pluriel qui existait au XVIIIe siècle, que le gouvernement royal. En tout cas, Necker arrive dans une situation de grande tension au sein du gouvernement royal et de grande division, et lui va pousser dans un certain sens Louis XVI à accorder, étant donné que l'opposition qui a été celle des parlements vis-à-vis du gouvernement royal est une opposition conduite par des parlementaires qui appartiennent à l'ordre de la noblesse, ce qu'on a appelé la réaction aristocratique. Necker va pousser le roi à s'appuyer sur le tiers-état pour faire advenir ces réformes. De façon, je dirais, à la fois généreuse, désintéressée, mais très naïve politiquement. Il va donc aller dans le sens d'un pouvoir maximum donné au tiers-état dans le cadre de cette réunion des États généraux qui était d'abord prévue en 1792 et qui finalement sera ramenée à avril puis mai 1789. Traditionnellement, si on se situe par rapport aux États généraux de 1614, les ordres délibèrent séparément et ils délibèrent à égalité le nombre de députés. Chaque ordre a le même nombre de députés. Necker va obtenir de Louis XVI, dans les édits royaux qui vont être publiés en décembre 1788 et en janvier 1789, deux choses extrêmement importantes. La première, c'est le doublement du nombre de députés du tiers-état. C'est-à-dire que le tiers-état représente en nombre de députés, ça sera 600 députés, le tiers-état a la même importance que le nombre des députés de l'ordre de la noblesse et du clergé, chacun avec 300 députés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Necker va obtenir de Louis XVI une organisation des États généraux par la voie de l'élection, ce qui est déjà inouï, et par la voie d'une élection non plus au sein des États provinciaux, des assemblées provinciales, telles que cela avait déjà eu lieu de façon traditionnelle pour les autres États généraux, mais au sein des bailliages, avec une très grande liberté de manœuvre par rapport aux règlements qui sont publiés entre janvier et mars 1789, sur le plan du processus électoral. Et sans intervenir, vous imaginez des élections qui sont quasiment démocratiques, où le pouvoir n'intervient pas dans l'élection. Ce qui va évidemment favoriser énormément les oppositions, les tenants de la liberté, de la constitution d'une Assemblée nationale, de la souveraineté nationale, par rapport au gouvernement monarchique.
dès 1788. Ils se réunissent, alors je vous passe sur les détails, ils se réunissent à travers une grande procession d'Action de grâce à l'église Saint-Louis de Versailles le 4 mai 1789 et s'assemblent dans la salle des menus plaisirs de Versailles, qui se trouve non loin du château. Le 5 mai, ils sont inaugurés donc en grand cérémonial par le roi lui-même et par deux discours, un discours de Necker, son directeur des finances, et un discours de Barentin, qui est le chancelier, et si vous voulez l'équivalent du ministre de la Justice actuel. La faute qui a été probablement, si un historien peut qualifier un événement de faute, qui a été probablement commise, mais sans doute parce que personne ne s'était mis d'accord sur cette question-là, par le roi et par Necker, c'est, à travers ces discours, de ne pas avoir voulu trancher sur le mode de vérification des députés au sein des États généraux. Les députés donc arrivent et ils se vérifient pour savoir si l'élection s'est passée légalement, conformément au règlement édité par le pouvoir royal, etc. etc. On sait que les députés du tiers-État sont en nombre égal par rapport aux députés du clergé et de la noblesse, mais on se pose la question, et le tiers-État revendique le fait que la vérification se passe en commun. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous demandez que la vérification de l'ensemble des députés des trois ordres se passe en commun dans la grande salle commune des menus plaisirs, ça veut dire que pour les délibérations qui vont suivre, le vote aura lieu par tête et non pas par ordre, ce qui change tout, ce qui donne d'emblée une majorité, étant donné qu'une minorité de la noblesse est plutôt favorable au tiers et également une bonne grosse minorité du clergé qui est représentée par les recteurs et les curés, qui s'opposent en partie au haut clergé, des prélats, des évêques et des cardinaux. Et donc, tout l'enjeu des débuts, je vous passe les détails, mais tout l'enjeu des débuts des États généraux, ça va être cette question de savoir si on se vérifie, si les députés se vérifient en commun ou par ordre séparé. Et donc le tiers-État va demander, et presque sous la forme, à la fin du mois de mai, d'un ultimatum, à ce qu'il appelle de plus en plus sur une guerre sociale qui est en train de se développer entre ce que le tiers appelle les ordres privilégiés et ce que le tiers appelle la nation, qu'il prétend représenter à lui tout seul de plus en plus, sur ce fond de guerre sociale, va se développer cette guérilla politique entre deux positions, la position du tiers-État qui veut que les États généraux ne fassent qu'un, que les ordres n'existent plus et que les députés délibèrent ensemble, et la position des ordres du clergé et de la noblesse qui tiennent à ce que les ordres continuent à délibérer de façon séparée, pour une évidence bien simple, c'est que à partir du moment où ces ordres délibèrent de façon séparée, le clergé ou la noblesse peuvent opposer leur veto à une décision qui aurait été prise par le tiers-État et qui aurait été dans un sens contraire aux intérêts de ce que ces ordres appellent l'ancienne constitution du royaume. C'est cette guerre politique-là, cette bataille politique extrêmement rude, qui va conduire les députés du tiers-État à se proclamer Assemblée nationale, c'est-à-dire à ne considérer au fond à porter le feu du côté de l'ordre de la noblesse et du clergé, à considérer que ces ordres n'existent pas, et à se vérifier en commun en tant qu'Assemblée nationale, en fait en tant que seul représentant de la nation française. Et il se déclare Assemblée nationale sur une proposition de Sieyès, l'abbé Sieyès, le 17 juin 1789, en provoquant par là même un extraordinaire renversement de souveraineté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se proclame Assemblée nationale, il s'auto-attribue le pouvoir fiscal. C'est-à-dire qu'il considère que tous les impôts qui ont existé jusqu'alors sont illégaux, qu'ils continueront à être perçus à titre provisoire,
mais que la seule légalité de l'impôt dorénavant viendra du vote de l'Assemblée nationale et des décisions prises non plus par le roi, mais par l'Assemblée nationale. Donc le tiers se constitue Assemblée nationale et s'arroge le pouvoir régalien principal, qui est celui du droit de lever l'impôt. Donc on assiste là, et ça c'est typique de, enfin je veux dire, ça relève de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appellera par la suite une exception politique française. On assiste là à un incroyable renversement de souveraineté qui va se produire en quelques jours, avec ce coup décisif qui est porté au pouvoir monarchique le 17 juin 1789 par la proclamation des députés du tiers-État qui se constituent Assemblée nationale du Royaume. Voilà. À la suite de ce coup de force, on peut dire les choses comme elles l'ont été, le pouvoir royal va réagir tardivement, mais va tenter de réagir en proposant et en imposant une séance royale qui aura lieu le 23 juin, quelques jours plus tard, pour reprendre la situation en main. Cette séance royale provoque la fermeture de la salle des menus plaisirs pour travaux d'aménagement nécessaires à la présence du roi, à l'estrade, au trône, au dair royal, qui existait déjà lors de l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Et donc les députés du tiers, arrivant sur les lieux de leur délibération dans la salle des menus plaisirs, à la porte de la salle des menus plaisirs le 20 juin, trouvent cette porte fermée, gardée par les gardes françaises, et décident, dans une atmosphère qui, si vous voulez, est une atmosphère de lutte politique extrêmement tendue entre eux et le pouvoir royal, et dans une atmosphère de peur aussi, d'intimidation et de menace, décident de se réunir quand même, ne savent pas où se retrouver, et finissent par trouver une salle disponible, qui est la salle du jeu de paume, qui se trouve à proximité à Versailles, dans laquelle ils vont se réunir et prendre une deuxième décision qui est extrêmement importante. C'est que là, le 17 juin, les députés du tiers s'étaient constitués en Assemblée nationale, et le 20 juin, ils vont se constituer en Assemblée constituante, c'est-à-dire qu'ils vont décréter et prêter serment à cette formule rédigée par le député de Paris-Targette et proposée par le député du Dauphiné Mounier. Ils vont décider que jamais ils ne se sépareront avant d'avoir donné une constitution au royaume. Donc, ils étaient Assemblée nationale, ils deviennent Assemblée constituante. Et le 23 juin, à l'issue de cette séance royale qui sera un échec, parce que probablement elle arrive tardivement, même si le roi accorde énormément de choses aux députés du tiers, notamment du point de vue de la fiscalité, le dernier élément de cette constitution de l'Assemblée nationale, c'est le décret proposé par Mirabeau à l'issue de la séance royale le 23 juin dans la soirée, et voté par les députés du tiers-État, qui refusent de se séparer comme le leur avait demandé le roi à l'issue des discours du roi, alors que le clergé et la noblesse se retirent. Le tiers-État reste, et vous savez, vous connaissez la formule de Mirabeau à l'adresse du grand maître des cérémonies de Rebrésé, à laquelle formule que l'on a prêtée à Mirabeau, probablement, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Je vous ai parlé du volet parlementaire de la Révolution française, cette insurrection des députés du tiers-État contre le pouvoir royal, députés qui se décrètent Assemblée nationale. Et la Bastille, la prise de la Bastille, le 14 juillet, quelques jours après, le 14 juillet 1789, en constitue, je dirais, le volet parisien et populaire. Et s'inscrit toujours dans cette même montée en puissance des tensions, à la fois tensions politiques et tensions sociales, contre ce qu'on appelle de plus en plus les aristocrates, en transformant le sens du mot, tel qu'il existait jusqu'alors,
sur fond de crise frumentaire, d'approvisionnement, de complications et de difficultés d'approvisionnement de la ville de Paris, je dirais, de révolte et de crainte contre ce que le peuple de Paris appelait à tort les accapareurs, c'est-à-dire ceux qui auraient conservé volontairement pour des questions d'intérêt personnel des réserves de grains autour de Paris et ne les aurait pas délivrées dans Paris intramuros, à travers le fameux mur des fermiers généraux. Ceci s'aggrave d'une décision qui est prise par le gouvernement royal de renvoyer Necker, qui était plutôt le ministre populaire et le ministre favorable aux tiers états, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, pour constituer un gouvernement de réaction dont les deux principales figures sont deux ministres, le baron de Breteuil et le maréchal de Broglie, qui a eu ses heures de gloire pendant la guerre de 7 ans sous le règne de Louis XV. Gouvernement de réaction qui n'a pas véritablement de plan, qui ne songe pas probablement à renvoyer les États généraux, à dissoudre les États généraux, et ni non plus à investir militairement Paris, mais qui s'accompagne tout de même, par mesure de précaution, d'un rassemblement des troupes royales, on parle de 10 à 30 000 hommes de troupes, autour de Paris. Et vous aurez compris que tout le processus révolutionnaire se construit sur des jeux de fantasmes et de représentation autour de la notion d'un côté du complot aristocratique, de l'autre du complot maçonnique ou bourgeois, et que donc les fantasmes se renvoient les uns les autres et font monter la mayonnaise, si j'ose dire. Et donc et la peur est vraiment l'élément dominant. Je veux dire, c'est le personnage principal de ce deuxième acte qui est celui de la prise de la Bastille, c'est la peur. La Bastille, c'est physiquement la présence de l'absolutisme royal au cœur de Paris, au cœur du faubourg Saint-Antoine, puisque c'est le lieu où l'on détient, sur lettre de cachet, c'est-à-dire sur arbitraire royal, souvent à la demande des familles d'ailleurs, les prisonniers d'État. On sait que lorsque la Bastille sera investie, le 14 juillet, on ne trouvera que 7 prisonniers. Donc en réalité, cette Bastille a un pouvoir de nuisance beaucoup plus symbolique qu'effectif et réel, mais peu importe. Encore une fois, cette révolution est très littéraire. Elle existe beaucoup plus dans les symboles, dans les fantasmes, dans les suppositions. On est persuadé, par exemple, lorsque se constitue ce gouvernement de réaction le 12 juillet 1789, que la reine Marie-Antoinette, qui est elle, carrément détestée, ce que n'est pas le roi, a pris des dispositions pour faire sauter l'Assemblée nationale, pour miner l'Assemblée nationale et pour faire sauter tout le quartier du Faubourg Saint-Antoine. Tout ceci n'est que fantasme. Mais enfin, il faut savoir que ces bruits circulaient dans Paris et sur fond de crise frumentaire, de problèmes de subsistance, de montée du prix du pain, les faubourgs parisiens, le Faubourg Saint-Antoine en premier lieu, et le Faubourg Saint-Marcel, vont chercher à s'armer pour se défendre contre ce qu'ils supposent devoir être une entrée en force des armées royales dans la capitale, vont investir les Invalides, qui détient un dépôt très important d'armes et de canons, et vont ensuite, pensant que la Bastille, non pas du tout pour prendre la Bastille comme le symbole de l'absolutisme et le déni des libertés, mais vont investir la Bastille parce qu'ils pensent qu'à la Bastille se trouve un dépôt très important de poudre. Ce peuple parisien, à partir de, je ne vais pas vous raconter le détail de la journée du 14 juillet, est constitué essentiellement de ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie, pas les indigents véritablement, mais la petite bourgeoisie parisienne
des faubourgs industrieux et ouvriers du quartier Saint-Antoine et du quartier Saint-Marcel essentiellement, mais aussi des quartiers du centre de Paris, épaulés par une commune de Paris quasi insurrectionnelle qui se constitue à la fois pour se défendre contre le pouvoir royal, mais aussi contre les risques de débordement populaire contre la bourgeoisie du fait de cette montée en puissance de la Révolution parisienne. Et donc ces Parisiens que l'on connaît, puisque lorsqu'on décrétera et que l'on donnera des brevets dits de héros de la Bastille en 1790, on a un répertoire de quelques 1000 noms dont on voit bien que les uns et les autres relèvent de ce milieu social dont je vous ai parlé, de ce que j'appellerais la petite bourgeoisie des corporations parisiennes et des professions libérales parisiennes. Donc cette Bastille est investie, mais elle n'est pas prise. En réalité, le gouverneur de Launay se rend et il s'ensuit ce que l'on sait, c'est-à-dire le massacre d'un certain nombre de gardes suisses qui se trouvaient à la défense de la Bastille, le massacre de Delaunay, le massacre aussi du prévôt des marchands Flessel, dans la soirée du 14 juillet 1789. Mais la Bastille constitue donc ce deuxième volet de la Révolution, c'est la Révolution dite populaire, la Révolution parisienne, qui vient appuyer la Révolution bourgeoise et parlementaire de Versailles et des États généraux qui commencent le 17 juin. Et même si on voit bien déjà quelles seront par rapport à ces deux types de révolutions, une révolution parlementaire et représentative d'un côté, une révolution populaire de démocratie directe, on pourrait dire, quel genre de problèmes vont se poser au cours de la suite des événements entre ces deux formes de démocratie. Une démocratie indirecte, représentative, et une démocratie directe qui sera celle de ce qu'on appellera les journées révolutionnaires. Et cet antagonisme-là, qui je dirais est contenu en germe dans la journée du 14 juillet 1789, va se révéler être le moteur de la Révolution, jusque dans les années dites de terreur de 1793 et 1794. Et je dirais, pour terminer, que cet antagonisme entre deux types de légitimité, une légitimité représentative et une légitimité dite de démocratie directe, on la retrouve encore aujourd'hui. La révolte des Gilets jaunes, par exemple, c'est la revendication d'une légitimité d'expression directe du peuple face à la représentation nationale et à ce que ces derniers appellent les élites. Vous savez, la révolution advient de façon très brutale, très violente. Je vous ai parlé de ce renversement de souveraineté de la tête du roi à la tête de la nation. Le roi représente, je dirais, un régime qui est constitué par une organisation sociale, qui est celle des ordres dont je vous ai parlé. Donc la révolution, elle est double. Elle est à la fois politique, c'est ce renversement de souveraineté, mais elle ne peut pas n'être que politique. Elle est, à partir du moment où vous avez un renversement de souveraineté, vous avez aussi un changement et un renversement de société. Le roi règne sur une organisation sociale qui est celle de la différenciation en droit de la société, et à partir du moment où vous déclarez, où vous obtenez cette nouvelle souveraineté nationale, sur le principe de l'unicité et de l'unité de la nation, sur le principe de l'égalité des citoyens, alors vous passez au second volet de la Révolution, qui est le volet social, à l'abolition de ce qu'on appellera très vite, dès 1790, l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'abolition des ordres. Et autour de ces ordres, d'un système dit féodal, c'est un vieil héritage, mais surtout dit de privilèges. Mais les privilèges, il faut voir qu'ils avaient été accordés sous l'Ancien Régime, pas seulement aux ordres dits privilégiés, mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, à toutes les catégories sociales.
depuis les corporations, en passant par les villes, les pays, les provinces, etc. etc. Chacun avait ses privilèges spécifiques. Et donc, sur le principe de l'égalité, de l'uniformité de cette nation française qui est en train de se constituer, et à la demande, et peut-être sur un fond à la fois de sincérité, mais aussi de montée en puissance des peurs qui caractérisent très profondément ces débuts de la Révolution française. La violence révolutionnaire ne commence pas avec la terreur en 1793, elle est déjà contenue en germe dans les tout débuts de la Révolution française, à la demande donc, je dirais, de la part ou de la partie libérale de la noblesse, de certains députés de la noblesse, comme le duc d'Aiguillon ou le vicomte de Noailles, qui vont monter à la tribune le soir, donc à l'Assemblée nationale, le soir du 4 août 1789, pour proposer et renoncer délibérément, pour leur part, à leurs privilèges. Puis un certain nombre de prélats vont monter à la tribune et renoncer aux privilèges du clergé, et on assistera à ce qu'on a appelé la grande hécatombe de cette nuit du 4 août 1789, qui en quelques heures va procéder à l'abolition pure et simple de tout ce système monarchique social qui perdurait depuis plusieurs siècles. Et donc, après l'effondrement de la souveraineté du roi, on assiste le 4 août 1789 à l'effondrement de la société d'Ancien Régime. Les deux étant, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, absolument liés. L'un ne va pas sans l'autre et réciproquement. Nous avons parlé jusqu'à présent d'événements qui se déroulent entre juin, juillet et août 1789, donc c'est les 3 premiers mois, les tout débuts de la Révolution française, qui sont des événements de rupture extrêmement importants. Si on avait à choisir un autre événement qui constitue à nouveau une rupture d'un type différent, ce serait le départ du roi des Tuileries, qui cherchait à rejoindre les troupes royales restées fidèles autour de Metz et de Montmédy, et qui, comme tout le monde le sait, sera arrêté par le maître de poste Drouet à Varennes, à quelques kilomètres du but, et reconduit à Paris. En quoi est-ce que cet épisode, donc ça c'est le 21 juin 1789, en quoi est-ce que cet épisode constitue une nouvelle rupture ? Parce que tous les débuts de la Révolution française se sont construits sur une fiction qui est celle d'un accord tacite entre le roi Louis XVI, qui aurait accepté d'être dépossédé de son pouvoir absolu, et l'Assemblée nationale, autour de cette constitution en gestation, qui sera la première constitution française de 1791, et qui, comme on le sait, ne durera que quelques mois. En réalité, cet accord ne pouvait être que tacite. Louis XVI ne pouvait pas renoncer, étant donné son éducation, son organisation psychologique, son héritage, ne pouvait pas renoncer à ce qu'on appelle l'ancienne constitution du royaume et à ses pouvoirs de monarque, tels qu'ils existaient jusqu'en juin 1789. Et donc, toute cette période intermédiaire, qui va des journées d'octobre 1789 jusqu'à cette fuite à Varennes de juin 1791, est une période au cours de laquelle la famille royale et Louis XVI se pensent les prisonniers à la fois de l'Assemblée nationale et du peuple parisien. Ils ont été transférés de Versailles aux Tuileries, que l'on a rapidement et sommairement aménagées à leur usage. Ils ont de moins en moins de liberté de circulation. Quelques semaines avant la tentative dite de fuite à Varennes en juin, le roi cherchait à faire ses Pâques dans son château de Saint-Cloud et sera arrêté dans la cour des Tuileries par la foule parisienne. Et le roi cherche à reprendre sa liberté et au fond, donc en rejoignant ses troupes fidèles autour de Montmédy et de Metz, et au fond reste fidèle
à cette déclaration qu'il a faite le 23 juin, où il accorde un certain nombre il fait un certain nombre de concessions, mais refuse de céder sur la question des ordres et refuse de céder sur la question des pouvoirs régaliens du monarque. Et il laissera d'ailleurs, en quittant les Tuileries, le 20 juin au soir, une déclaration que l'on retrouvera le lendemain, où il se déclare, où il se dit fidèle à ce programme monarchique qui est celui du 23 juin 1789. On connaît la suite des événements, le roi est arrêté, et cette arrestation et ce départ de Louis XVI des Tuileries va créer une rupture de confiance définitive, après avoir vécu une année et demie dans une espèce de jeu de dupes entre la Révolution d'un côté, le roi de l'autre, va créer une rupture de confiance, et comme si le rêve d'un roi constitutionnel, d'un roi qui serait devenu délibérément et volontairement constitutionnel en abandonnant une partie de son pouvoir, explosait telle une bulle fragile de savon. Voilà. C'est ça le 21 juin 1791. C'est la fin de ce rêve d'une monarchie mixte et constitutionnelle qui se passerait sans heurts et sans violence. À la suite de cet échec de Varennes en juin 1791, le roi est provisoirement suspendu avant qu'on ne l'invite à signer la Constitution en septembre, à signer la Constitution dite de 1791, qu'il signera, je dirais, plus qu'à contre-cœur, parce qu'il y est obligé et qu'il n'y croit pas une seconde et qu'il la refuse, et il l'écrira à différents monarques européens en se déclarant prisonnier de la Révolution et du peuple parisien. Donc cette première suspension va créer un précédent qui va se renouveler au fur et à mesure de cette montée en puissance des tensions parisiennes, et pas seulement parisiennes, et de la Révolution elle-même, et va conduire à un certain nombre de journées révolutionnaires, celle du 20 juin 1792. L'Assemblée nationale, entre-temps, a été renvoyée, remplacée par une assemblée dite législative, qui se révèle, je dirais, encore plus extrémiste, beaucoup plus extrémiste que ne l'était l'Assemblée nationale elle-même, et qui, sur fond de commencement des migrations, des débuts de la contre-révolution, de résistance très forte à ce mouvement révolutionnaire, donc sur fond de quasi-guerre civile, la question de cette suspension royale va se poser à nouveau, d'autant plus que le roi va refuser de donner son accord à un certain nombre de décisions prises par l'Assemblée législative, notamment contre le clergé et contre l'immigration, ce qui va créer des tensions supplémentaires qui vont conduire à ce qu'on appelle des journées révolutionnaires. D'abord le 20 juin, on sait que le peuple de Paris défile dans les appartements royaux des Tuileries et oblige Louis XVI à se coiffer du bonnet rouge. On avait obligé Louis XVI à porter la cocarde tricolore le 17 juillet 1789 à l'Hôtel de Ville. On obligera cette fois, vous voyez, une progression dans la violence révolutionnaire, on obligera cette fois Louis XVI à porter le bonnet rouge le 20 juin 1789. Et le 10 août, la Commune de Paris se décrète pour la deuxième fois insurrectionnelle, prend le pouvoir parisien sur d'autres pouvoirs qui étaient plus modérés, mais je vous passe les détails, et va organiser cette montée des forces révolutionnaires vers les Tuileries, à nouveau les faubourgs populaires, Saint-Antoine, Saint-Marcel et d'autres, qui vont investir les Tuileries, qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne seront pas défendus sur une décision du roi qui interdit à ce qui lui reste de gardes fidèles, c'est-à-dire les régiments suisses, de tirer sur la foule.
Pourquoi Louis XVI prend-il cette décision contre la volonté probablement de la reine, de Marie-Antoinette, et d'une partie du dernier carré de ses fidèles? Probablement parce que Louis XVI pense que la seule carte qui lui reste est de jouer la carte de la légalité. Donc il se remet entre les mains de l'Assemblée législative qui siège dans la salle du manège tout près du château des Tuileries. Bien mal lui en a pris, mais il tente de jouer cette carte de la légalité contre l'illégalité, ou ce qu'il considère, probablement à juste titre d'ailleurs, contre l'illégalité de cette insurrection parisienne du 10 août 1792. On sait à quoi tout cela aboutira: au massacre des Suisses, à l'enfermement de la famille royale à la Tour du Temple, puis au procès à l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, au procès à l'exécution de Marie-Antoinette en octobre de la même année. L'Assemblée législative a renvoyé, et dans une atmosphère de très très grande violence et de très grande peur au pluriel, et sur un fond massif d'abstention, il faut quand même dire les choses, on procède à de nouvelles élections qui vont conduire les quelques 700 nouveaux députés à former ce qu'on appellera la Convention nationale, toujours dans la salle du manège des Tuileries, puis ensuite dans l'ancienne salle, dans l'ancien opéra, dite la salle des machines, dans l'une des ailes des Tuileries. Cette Convention nationale, le jour quasiment de sa réunion, le 21 septembre 1792, va décréter l'abolition de la monarchie et la République française, l'avènement de la République française. Cette période de la Révolution française, qui va de septembre 92 à, je dirais, à juillet 94, va se caractériser par trois éléments. Le premier tient à la Convention nationale elle-même et à des luttes de partis qui vont très vite se faire jour entre différents partis de la Convention nationale. On connaît tous les appellations montagnards et girondins, qui sont à la fois des luttes de pouvoir, mais aussi des luttes de principe. Il existe au fond une aile. Je ne vous parle pas de la violence, car tous prônent l'exercice de la violence, mais je vous parle plutôt des principes sociaux sur lesquels reposent ces différentes factions, ces différents partis. Du côté des Girondins, on est plutôt sur des principes de maintien et de sanctuarisation de la propriété privée, des principes qui sont plutôt favorables à ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie libérale. Du côté montagnard, on est dans des principes qui sont plus extrémistes et qui sont plus favorables au peuple de Paris, entre guillemets, qui représente une infime minorité de la population parisienne et qui est incarné et représenté par ce qu'on appellera très vite les sans-culottes dans les sections parisiennes, et dont le porte-voix est le Club des Jacobins, qui s'était constitué bien avant, qui existe depuis la fin de l'année 1789. Et donc il y a d'abord il existe ces tensions au sein de la Convention qui conduiront à la chute des Girondins et à la victoire des Montagnards en juin 1793, et qui conduiront la Révolution à se radicaliser encore un peu plus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lui, touche aux rapports qui ont pu exister au cœur même de cette révolution autour de la question de la légitimité révolutionnaire. Mais cette question de la légitimité révolutionnaire existait aussi entre les Girondins et les Montagnards. Au fond,
la légitimité révolutionnaire, c'est une légitimité de mots, de principes et de tribunes. Qui détient le pouvoir de la parole détient le pouvoir révolutionnaire. Il y a de ça dans cette lutte de faction au sein de la Convention. Mais cette question de la légitimité, on la retrouve aussi, et c'est mon deuxième facteur, entre la Convention nationale, donc principe représentatif d'un côté, et les sections parisiennes, principe de démocratie directe, comme je vous l'avais déjà évoqué à l'occasion de la prise de la Bastille le 14 juillet 89, du côté du sans-culotisme des activistes parisiens, des 48 sections parisiennes, qui vont, sur un certain nombre de questions sociales, par exemple la tarification du prix du pain, et d'autres questions, la formation d'une armée révolutionnaire, qui vont s'opposer au pouvoir représentatif incarné par la Convention nationale, à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des journées révolutionnaires qui vont progressivement conduire à une radicalisation de la Révolution. La Convention cède à chaque fois devant le pouvoir du peuple parisien avec des guillemets, vous savez, les activistes révolutionnaires, et ce qu'on appelle les sans-culottes, c'est quelques 5 à 7% de la population sur l'ensemble du territoire de la République, car ceci fonctionne sur un mode de mise en réseau du Club des Jacobins, qui a des correspondants dans toutes les villes de la République française. Mais il y a vraiment cette tension et cet affrontement. Au sein de cet affrontement, et j'anticipe peut-être la question que vous vouliez me poser sur Robespierre, au fond, un certain nombre de députés de la Convention nationale vont incarner l'interface entre le pouvoir des sections parisiennes et le pouvoir de la Convention nationale. Un certain nombre de députés de la Convention nationale, dont Robespierre est probablement l'exemple le plus probant, vont être capables de parler à la fois au nom du peuple, au nom de la vertu, au nom de l'égalité, mais aussi au nom de la représentation de ce peuple par les députés, à travers les députés de la Convention nationale. C'est probablement, au-delà de l'intelligence manœuvrière et politique de Robespierre, au-delà de ses convictions révolutionnaires, c'est probablement ce qui explique la mise en avant, la montée en puissance de Robespierre, qui, je vous le rappelle, était quand même, dès le début, député d'Arras à l'Assemblée nationale, dès 1789. Mais qui véritablement, en entrant au comité de salut public, car au fond la Convention délègue une partie de ses pouvoirs exécutifs à divers comités, dont les deux plus célèbres sont le comité de salut public et le comité de sûreté générale, Robespierre va être capable d'incarner tout à la fois ce pouvoir représentatif de la Révolution française et ce pouvoir direct et populaire et ce pouvoir de la rue incarné par les sections parisiennes et par les multiples clubs et sociétés de surveillance des différentes villes de la République. Au fond, j'ai essayé de vous expliquer que le mode opératoire de l'avènement, cette notion qualifiée par François Furet de table rase, cet avènement brutal de la souveraineté nationale, qui prend la place de la souveraineté du roi en quelques jours, va poser à cette même souveraineté, du fait même de la brutalité et de la soudaineté de son surgissement, un problème de légitimité. Et au fond, toute l'histoire de la Révolution française, c'est une histoire de course-poursuite à la recherche d'une véritable légitimité. Cette légitimité, les révolutionnaires vont penser la trouver à travers la double suppression du roi. La première, vous connaissez la thèse de Kantorowicz sur le double corps du roi, le corps spirituel, intemporel, immatériel, et le corps physique du roi. Le corps sacré du roi, il est détruit le 21 septembre 1792, le jour de la proclamation de la République.
il reste le corps physique du roi. Et on va, en tout cas l'aile gauche de la Révolution, incarnée par les montagnards, c'est le discours de Robespierre, si Louis XVI ne meurt pas, c'est que nous avons tort. L'aile gauche de la Convention nationale, et ça explique en grande partie ces luttes de pouvoir entre Girondins et Montagnards, car les Girondins seront plutôt favorables à l'emprisonnement et à la suspension de la condamnation à mort de Louis XVI jusqu'à la fin de la guerre, car tout ceci s'inscrit aussi, et c'est un élément dont je ne vous ai pas parlé, sur une montée en puissance d'un conflit armé de la toute jeune République française contre la coalition des rois européens qui se forme dans la deuxième partie de l'année 1792. En tout cas, il paraît nécessaire à l'aile gauche de la Convention nationale de procéder à une deuxième suppression du roi, qui est la suppression de son corps physique. La question se pose du mode opératoire et de la légalité, au fond, du jugement de Louis XVI. Est-ce qu'il sera jugé au suffrage universel ou est-ce qu'il sera jugé par l'organe représentatif de la République, qui est la Convention nationale? Le procès va avoir lieu donc au sein de la Convention nationale, devant les députés de la Convention nationale, et on sait, je ne rentre pas dans les détails, le sort qui sera réservé à Louis XVI, qui sera condamné à être exécuté place de la Révolution le 21 janvier 1793. Donc, il y a eu cette nécessité de la suppression, de l'abolition à la fois du corps sacré et du corps physique de Louis XVI, autour de cette idée de la Constitution, d'une légitimité républicaine, mais aussi autour d'une idée qui va habiter un certain nombre de députés de la Convention nationale qui ont voté la mort du roi. Je pense à des gens comme Fouché, le conventionnel et terroriste et futur ministre de la police de Napoléon, de Bonaparte puis de Napoléon, qui consiste à dire que la présence physique du roi, emprisonné au sein de la République française, constitue un point de fixation et de ralliement à la contre-révolution et aux tenants aux opposants à la Révolution française. Et que donc, pour un certain nombre de conventionnels, c'est pas seulement une mesure de principe, c'est aussi une mesure de police, dans l'illusion et l'espoir que cette exécution de Louis XVI conduira au rétablissement de la paix civile, ce qui est loin d'avoir été le cas. Les conventionnels savent très bien, c'est le moment de dire, dit un député, vivre libre ou mourir, savent très bien qu'ils ont franchi je dirais, un pas irréversible en votant. Et on sait très bien que ceux qu'on appellera par la suite les régicides, les votants, auront beaucoup de mal, quelle que soit leur conviction par ailleurs, à se défaire de ce fameux vote des premiers jours de janvier 1793. Il y en a eu 4 votes, et que cette exécution de Louis XVI constitue une autre étape, si j'ose dire, si j'ose utiliser le mot étape, du processus révolutionnaire, qui amène la Révolution au bord de sa période dite terroriste de 1793 et 1794. Cette période qu'on a appelée la période de la terreur, pour certains historiens avec un petit t, pour d'autres historiens avec un grand T, se caractérise par la mise entre parenthèses du gouvernement et par tel qu'il existait jusqu'alors, et par la mise en place de ce qu'on a appelé un gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix, qui s'explique par la montée en puissance des tensions et par un état qui est non plus quasi, mais un véritable état de guerre civile, doublé d'une situation de guerre étrangère.
autour, au fond, d'une idée qui va saisir les membres de la Convention nationale, qui est celui du salut de la République. La République née en septembre 1792, se retrouve en 1793 dans une situation d'extrême fragilité et quasiment d'effondrement. D'abord parce qu'au sein même du territoire de la République montent en puissance des oppositions extrêmement fortes contre-révolutionnaires à travers des insurrections. On connaît la plus célèbre est celle de la Vendée, dite de la Vendée, dans l'ouest de la France, provoquée en grande partie par l'obligation de la conscription, par le recrutement des volontaires aux armées, mais aussi pour beaucoup d'autres raisons. Mais ces insurrections, on les retrouve aussi dans le midi de la France, dans les grandes villes, à Marseille. Toulon va se révolter contre le gouvernement des comités et de la Convention contre le jacobinisme parisien et se livrer aux Anglais à une flotte combinée anglo-espagnole. Lyon va se révolter en juin-juillet 1793. Donc la République est incroyablement divisée en son sein même. Et à ces divisions, et à cette guerre civile, véritablement, qui va conduire pour la Vendée aux colonnes infernales des derniers mois de 1793, et à beaucoup d'autres choses. Cette situation d'extrême fragilité de la Révolution va conduire l'élément activiste de la Révolution, le peuple révolutionnaire, à demander, à exiger de la Convention des mesures de plus en plus radicales de répression, dites de vengeance révolutionnaire contre les contre-révolutionnaires, et aussi des mesures sociales et économiques favorables à la partie la moins favorisée de la République. Et donc ces mesures de vengeance expliquent, et les instruments qui vont procéder à ces vengeances révolutionnaires, en particulier le tribunal révolutionnaire, qui est décrété par la Convention nationale en mars 1793, et qui va être un peu le bras armé suivi de l'armée révolutionnaire, octobre 1793, ces rouages de la terreur révolutionnaire vont pratiquer cette terreur non seulement à Paris, mais aussi dans les grandes villes et les grands départements de la République, à travers l'envoi de conventionnels en mission, qui vont être chargés, qui vont avoir précisément pour mission de mater ou de venger les différentes insurrections qui ont eu lieu sur le territoire de la République. C'est Fouché par exemple à Lyon. Lyon n'est plus, et Lyon est rebaptisé Ville affranchie, qui est chargé avec Collot d'Herbois, un membre du comité de salut public, de réprimer la ville de Lyon. On sait ce qu'il en est suivi, les mitraillades de la plaine des Brotteaux et les quelques 2000 à 2500 victimes lyonnaises de cette terreur lyonnaise qui s'exerce de novembre 1793 à mars-avril 1794. Je ne vous parle pas des noyades de Nantes, de Carrier, enfin bon, on pourrait entrer beaucoup plus dans les détails. En tout cas, c'est cette situation de très grande tension, de guerre civile et de guerre étrangère, de radicalisation, aussi de montée en puissance du rôle absolument essentiel qui est comme une sorte de combustible du processus révolutionnaire, du fantasme du complot, pas seulement un fantasme, d'ailleurs complot réel ou imaginaire, et de cette idée de vengeance au nom de la patrie, de la pureté révolutionnaire, de la vertu révolutionnaire, qui explique en grande partie, à travers ces organismes dont je vous ai parlé, tribunal révolutionnaire, armée révolutionnaire, mais pas seulement, qui explique que cette mise en place de la terreur révolutionnaire qui perdurera au-delà de la chute de Robespierre en juillet 1794. Robespierre et les partisans de Robespierre, la Commune de Paris, ne tombent pas en juillet 1794, thermidor en deux, parce que Robespierre aurait représenté
l'aile extrémiste de la Révolution et qu'il aurait été renversé par la part modérée de la Convention nationale. Ce sont au contraire les membres les plus extrémistes de la Convention nationale, d'anciens conventionnels en mission comme Tallien, comme Barras, comme Fouché et beaucoup d'autres, des membres du comité de sûreté générale, qui vont procéder au cours de ces 2 journées des 8 et 9 Thermidor qui vont décréter Robespierre d'arrestation et le condamner à mort sans jugement d'ailleurs, le 10, je crois que c'est le 9 ou le 10 Thermidor en 2. Donc je crois qu'il faut sortir de ce schéma des journées de Thermidor qui auraient été organisées par l'aile modérée de la Révolution. Il est vrai que ceux qui vont faire tomber Robespierre ont été soutenus pour des raisons qui sont en grande partie des raisons de peur et de menaces latentes sur les députés directement sur les députés de la Convention nationale, à cause de lois qui ont été votées en juin précédent, en juin 1994, dites les lois de Prairial, qui touchent directement, du point de vue des décrétés d'accusation, les membres de la Convention nationale. En tout cas, il faut sortir de ce schéma-là. Je pense que les causes véritables de la chute de Robespierre tiennent à ce que dit Saint-Just quelques semaines auparavant, lorsqu'il dit de la Révolution que la Révolution est glacée. Elles tiennent au fait que la mise en place du gouvernement révolutionnaire et de l'administration révolutionnaire a entraîné une mise entre parenthèses de la puissance et de la force d'action des sections parisiennes, la montée en puissance des peurs aussi. Le peuple, au fond, comme le dira aussi Saint-Just, est rentré chez lui, et Robespierre ne va plus, lorsqu'il sera remis en question à la Convention nationale le 8 Thermidor, ne va plus disposer de cette force de manœuvre, de cette force de frappe que constituent les 48 sections parisiennes. Certaines répondront à son appel. Il va d'ailleurs hésiter lui-même à sortir de la légalité à partir du moment où il est décrété d'accusation. Il est extrêmement légaliste au fond, dans un certain sens, Robespierre. Et donc la Commune de Paris, d'un strict point de vue des rapports de force, va se retrouver en minorité par rapport aux forces que réunit la Convention nationale, et c'est la fameuse nuit du 9 Thermidor, où l'hôtel de ville est investi par les forces de la Convention commandées par Barras, où les robespierristes, Robespierre et ses partisans, Saint-Just, Couthon, Robespierre le Jeune, son frère cadet, et beaucoup d'autres, quelques dizaines, pas loin d'une centaine de personnes, vont être exécutés dans les jours suivants. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les tombeurs de Robespierre aient imaginé une seconde que la terreur révolutionnaire s'arrêterait pour autant. En réalité, il y a eu un mouvement de réaction qui est venu des tréfonds de la République et des départements dans le sens d'un coup d'arrêt à la terreur révolutionnaire, et qui a, dans un certain sens, pour certains à contre-cœur, obligé les vainqueurs de Robespierre, les vainqueurs du 9 Thermidor, à atténuer, sinon mettre un terme, au processus terroriste de 93-94. Lorsque Bonaparte prend le pouvoir le 19 Brumaire, c'est-à-dire en novembre 1799, il a cette phrase remarquable, la Révolution s'achève, elle est terminée aux principes qui l'ont commencé, c'est-à-dire au fond aux principes de 1789. C'est vouloir, à travers le nouvel ordre qui va se mettre en place, l'ordre consulaire puis impérial, c'est vouloir terminer la Révolution française. En réalité, l'historique même, je dirais le mode opératoire même des débuts de la Révolution française,
explique en partie qu'elle ne s'achèvera pas en 1799 et que l'on considère, je m'en réfère à François Furet et à quelques autres historiens, qu'au fond le cycle révolutionnaire perdure au moins jusqu'à la consolidation des débuts de la Troisième République, jusqu'aux années 1880. Mais au-delà même de cette réconciliation nationale, en partie apportée par la Troisième République, je dirais que les principes constitutifs de la Révolution française, évidemment, sont toujours à l'œuvre et l'ont été au XXe comme au début du XXIe siècle, et que comment dire, ces tensions qui existent encore aujourd'hui entre la légalité d'un côté, la légitimité de l'autre, qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, entre la liberté d'un côté, la Révolution s'est faite au nom de la liberté, mais en réalité, l'élément, le principe légitimement le plus fort de la Révolution française, ça n'a pas été la liberté, ça a été l'égalité. Donc cette tension qui existe aussi encore aujourd'hui, qui est à l'œuvre entre liberté d'un côté, égalité de l'autre, sont des héritages de la Révolution française. Et nous en sommes, dans un certain sens, pour le meilleur et pour le pire, les enfants. Souvenez-vous de la phrase de Napoléon qui disait que les Français supporteraient volontiers qu'on suspende leur liberté pendant quelques années, pourvu qu'on leur conserve l'égalité. De ce point de vue-là, on peut dire que la Révolution s'achève, entre guillemets, du point de vue des luttes politiques et sociales françaises, en tout cas d'un certain degré de violence de ces luttes au début de la Troisième République, mais que dans les héritages profonds, dans les courants de fond de la Révolution, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. J'en retiendrai un troisième, qui est très caractéristique de la Révolution française, c'est que toute la Révolution, je l'ai un peu dit tout à l'heure, s'est construite sur ce que Thiers, l'historien de la Révolution et de l'Empire, appelle le réel de représentation. Au fond, les systèmes de représentation en France sont très souvent et presque toujours emportés sur la réalité d'une situation ou d'un événement. L'événement se produit, le combustible qui fait qu'un événement en France advient tient beaucoup plus à l'imaginaire, à des représentations, à des fantasmes, à des rumeurs, qu'à une réalité entre guillemets objective. Et ça, c'est une caractéristique française qui est aussi un héritage de la Révolution française, qui s'est produit et sur fond de fantasmes et de représentations autour de la notion de complot. Mais ce complot, on le retrouve des deux côtés. C'est le complot jacobin de l'abbé Baruel, mais aussi c'est le complot révolutionnaire, contre-révolutionnaire des jacobins. Donc chacun se renvoie son complot spécifique à la figure, si j'ose dire. Le complot est au cœur du processus révolutionnaire.